La question du cheveu dans la communauté afro de manière générale est bien plus qu'une affaire de femmes. Lorsqu'elle est évoquée, elle suscite beaucoup de débats, notamment sur le fait de porter ses cheveux naturels ou défrisés, de porter ou non des perruques de cheveux lisses d'autres peuples, souvent achetées très cher, de la difficulté rencontrée pour prendre soin du cheveu afro-naturel, de l'aspect coûteux de l'entretien de ce cheveu, de la liberté de choisir ce qu'on veut faire de sa tête, etc., etc. La liste est très longue. Tous ces points que je viens de citer se cristallisent autour d'un sujet, les standards de beauté perçus et adoptés par nous, Africains et Africaines. La question que je me pose, c'est ce que nous faisons de nos cheveux en tant que femmes africaines découle vraiment d'un choix esthétique librement effectué, ou alors est-ce le résultat de biais dont nous n'avons peut-être pas conscience et dont nous maîtrisons peu les enjeux? Un petit bond dans l'histoire pour comprendre le poids de l'héritage capillaire que nous avons aujourd'hui s'impose. Si tu veux décortiquer avec moi cette question, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et à participer en me laissant ton avis en commentaire. À tout de suite! Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne Nyango Afro où on parle du quotidien des femmes noires, des femmes africaines dans le but de s'informer, s'inspirer, s'élever, mais surtout tordre le cou au tabou. On continue notre série sur le cheveu afro que j'ai commencé dans une vidéo précédente dans laquelle je te partageais 5 raisons de passer au naturel. Pour comprendre l'histoire du cheveu afro, on est un peu obligé de prendre comme référence temporelle la période de l'esclavage et de la colonisation, non pas dans un discours victimaire, mais plutôt dans une approche factuelle. Que représentait le cheveu avant que les Européens ne débarquent sur les terres africaines? La coiffure était un marqueur de l'organisation sociale avant la colonisation à l'époque des empires. Le cheveu servait de repère et en fonction de la coiffure qu'arborait un individu, on pouvait savoir quelle était son ethnie, si il ou elle était marié ou célibataire, son rang social, si il ou elle était en période de deuil, si on avait affaire à un guerrier et savoir également si un homme ou une femme était fertile. Le cheveu était une véritable pièce d'identité, autant pour les hommes que pour les femmes. Passer du temps à se coiffer constituait un moment privilégié, un temps de qualité entre mère, fille, cousine, tante, etc. Un nombre assez restreint de femmes étaient autorisées à manipuler les cheveux, car ceux-ci étaient aussi considérés comme un portail spirituel auquel ne devait pas accéder quelqu'un de malveillant. Coiffer les cheveux n'était pas que l'apanage des femmes, car beaucoup d'hommes passaient également du temps à prendre soin de leurs cheveux. C'était également un très bon moyen d'exploiter ce que la nature offrait. Pour vous citer quelques exemples de coiffures et leur signification en Afrique, on a par exemple les dreadlocks de la tribu Imba du nord-ouest de la Namibie. Ils utilisaient un mélange d'argile rouge, de beurre et de poils de chèvre pour faire leurs locks. On a également les Peuls et les Fulani qui utilisaient les perles et les kauris pour décorer leurs tresses, mais aussi pour indiquer leur patrimoine familial. Certaines coiffures des femmes Yoruba au Nigeria étaient même utilisées comme des moyens de communication. Nous avons par exemple celle-ci qui signifiait « Tourne le dos à ta coépouse jalouse », très présente dans les foyers polygamiques qui étaient la norme à l'époque. Que s'est-il donc passé entre ce moment où le cheveu occupait une place prépondérante dans l'organisation des sociétés africaines et aujourd'hui où porter ses cheveux afro-naturels semble un moyen de s'émanciper? Il y a eu, comme mentionné tout à l'heure, l'esclavage et la colonisation qui ont été utilisés comme instruments de dévalorisation du cheveu afro. À l'époque de l'esclavage, en plus d'être jeune, fort et vigoureux, l'une des conditions pour embarquer à bord des négriers était de se raser la tête. Ceci permettait d'effacer tous les marqueurs sociaux dont je vous ai parlé précédemment. Les esclaves capturés pouvaient donc difficilement reconnaître précisément avec qui ils faisaient route vers les Amériques. Une fois déportés, le déracinement plus le travail effectué durant de longues journées dans des conditions précaires rendait difficile le fait de prendre soin de ses cheveux. Par le déracinement, les peuples noirs déplacés ont peu à peu perdu le savoir-faire ancestral relatif à l'entretien du cheveu afro. Par le travail forcé et l'instabilité ambiante, ils avaient de moins en moins du temps à consacrer à cette activité privilégiée qui était auparavant reconnue dans leur société d'origine.
Avec l'esclavage, l'être humain de couleur sera également valorisé par sa texture de cheveux. Plus c'est lisse, mieux c'est. On peut bénéficier de privilèges comme servir dans la maison du maître et d'autres traitements de faveur comme effectuer des travaux moins pénibles. Un esclave à la peau claire et aux cheveux lisses et souples pouvait être vendu 8 fois plus cher qu'un autre esclave. Les esclaves avaient tout de même l'obligation de garder les cheveux arrangés en présence de leur maître. Et pour éviter l'ascension, certaines femmes se couvraient la tête ou s'efforçaient de reproduire les coiffures semblables à celles des maîtres. C'est à ce moment-là que commence l'aliénation du cheveu afro qui va se répercuter sur les générations suivantes. Une fois l'esclavage aboli, l'aliénation du cheveu afro et donc la conformation aux standards de beauté de la culture dominante va se poursuivre. Les années 1900 à 1950 sont fortement marquées par la diabolisation du cheveu afro. Le lissage devient la norme. Les marques de défrisants chimiques prennent de plus en plus leur place dans les foyers afro et tout ceci est vulgarisé à grande échelle par les médias. Aux États-Unis, les Noirs veulent se fondre dans la masse et ne plus subir les discriminations, ce qui va les amener à se conformer davantage au modèle blanc, à savoir porter ses cheveux lisses. Entre 1960 et 1980, les revendications et combats pour les droits des Noirs font fureur aux États-Unis. Un des symboles de cette résistance est le cheveu afro, qui sera manifesté dans les mouvements comme Black is Beautiful ou Black Panthers, dont la coiffure emblématique était l'afro-boule, symbole d'émancipation. Entre 1990 et 2000, on assiste à l'émancipation du cheveu afro à travers le Natural Hair Movement ou mouvement Nappy. Ce mouvement promeut l'abandon du défrisage au profit des soins beaucoup plus clean et montre également que les femmes prennent de plus en plus conscience que leurs cheveux peuvent être beaux. À partir des années 2000, c'est le boom sur la toile. On voit apparaître des blogs, des chaînes YouTube autour de l'entretien du cheveu naturel. Cette évolution historique se perçoit essentiellement dans le contexte des États-Unis, dont les influences se sont répandues par la suite en Europe et en Afrique. Ce qui m'a amené à la question de savoir qu'est-ce qui, sur le continent africain, a entraîné la cassure dans la transmission du savoir-faire ancestral en matière de soins de cheveux. Étant donné que tous les Africains n'ont pas été déportés, pour en revenir à la période de l'esclavage, ceux des Africains qui n'étaient pas capturés étaient fortement impactés par les déséquilibres engendrés dans les sociétés africaines. Les mouvements de population ont entraîné une perte colossale du patrimoine culturel de beaucoup d'ethnies en Afrique. La colonisation ayant pris le relais de l'esclavage, les standards esthétiques du dominant se sont de plus en plus érigés en normes sociales et même les mouvements nationalistes et les indépendances n'y ont pas changé grand-chose. Dans les années 1980 à 1990 sur le continent, le défrisage s'est de plus en plus généralisé et reste ancré dans les habitudes jusqu'aujourd'hui. Et avec le défrisage, se sont aussi installées les perruques et tissages de cheveux lisses qui aujourd'hui sont même symboles d'ascension sociale. En parlant de perruques de cheveux lisses, j'ai une anecdote à vous partager. C'était au cours de mon tout premier stage où je découvrais le monde professionnel en France, d'enseignances les plus claires mais aussi les plus sombres. Pour vous préciser le contexte, j'étais un peu l'atout diversité de la boîte dans laquelle je travaillais. Donc la seule noire sur un plateau de 80 personnes. Et laissez-moi vous dire que pendant les pauses, j'avais droit à des questions toutes plus farfelues les unes que les autres. Côté cheveux, j'étais en pleine transition, passant du cheveu totalement défrisé au cheveu totalement naturel. Et je portais pas mal de perruques, des extensions, bref, on voyait très peu mes cheveux. J'étais surtout perdue concernant ce que je voulais faire de ma tête, se défriser ou pas, telle était la question. Au cours d'un de ces déjeuners, il y a un collègue qui, sur un ton un peu moqueur, nous raconte une bagarre qui s'est déroulée entre deux femmes noires africaines devant chez lui dans le 18e arrondissement. Le 18e est fortement occupé par les Africains. Et cette bagarre s'est soldée par un arrachage de perruques et autres joyeusetés. Puis il se tourne vers moi et me demande « Et toi Pascal, ce que tu portes, c'est une perruque? Pourquoi tu mets des perruques ?» J'avoue que le sujet amené comme ça a piqué mon ego et j'ai eu vraiment envie de lui répondre sèchement.
Mais en prenant le recul, je me suis rendu compte que c'était une vraie question que je ne m'étais jamais posée. Alors je te retourne donc la question. Pourquoi tu te défrises les cheveux? Pourquoi tu portes des perruques de façon systématique? Est-ce que tu caches quelque chose que tu aurais peur d'assumer? Est-ce que ce n'est pas un moyen d'entretenir les préjugés sur le cheveu afro? Ce qu'on constate dans l'évolution du cheveu afro, c'est que l'onde de changement continue de se propager. Elle va bien sûr plus vite en Occident où le cheveu est de plus en plus accepté dans les hautes sphères. Elle avance également sur le continent et elle gagne du terrain. Au sein même de notre communauté, les mentalités doivent encore évoluer. Si nous n'acceptons pas nous-mêmes nos cheveux, comment pourrions-nous imposer ce respect aux autres? Ne voyez pas dans mon discours une injonction à quoi que ce soit. Ce que je recherche en premier lieu, c'est l'éveil des consciences en libérant la parole et en brisant les tabous. Et pour y arriver, il faut bannir la langue de bois et casser la loi du silence. En conclusion, que faut-il retenir? Nous avons hérité d'un cheveu chargé de préjugés et dépossédé de sa beauté par le référentiel dominant du cheveu long et lisse. Nous avons intériorisé ces préjugés qui nous ont longtemps conditionnés et aujourd'hui, il est plus que temps de s'affranchir de tout ça, d'embrasser cette part de nous-mêmes à très grande échelle pour que les générations futures n'aient plus ce fardeau à porter pour imposer le respect qui nous est dû auprès des autres communautés. C'est la fin de cette vidéo, merci pour ton attention. J'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker pour que je le sache, de partager la vidéo, mais aussi de me laisser ton avis en commentaire autour de cette question du cheveu. Abonne-toi et active la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.